Imaginez un instant, un univers qui nous entoure en permanence mais qui reste totalement caché à nos yeux. Aujourd'hui, on va pousser les portes d'un lieu spécialement conçu pour le rendre visible, le laboratoire de microbiologie. Et voilà la question centrale. Comment fait-on pour manipuler des organismes potentiellement mortels en toute sécurité? Eh bien la réponse, elle tient en deux mots: contrôle absolu. Et ce contrôle, aussi surprenant que ça puisse paraître, il commence par le langage. Alors, commençons par le commencement. Avant même de toucher la moindre éprouvette, il faut s'assurer que tout le monde parle exactement la même langue. Une sorte de langage universel où chaque mot, chaque terme a une importance capitale. La première pierre de cet édifice, c'est ce qu'on appelle la nomenclature. Voyez ça un peu comme un contrat. Que l'on soit à Paris ou à Tokyo, un terme doit vouloir dire exactement la même chose. C'est la base, c'est non négociable si on veut comprendre et maîtriser les risques. Ok, mais comment on fait pour compter l'infiniment petit? Eh bien pour ça, on a un outil, la mole. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais c'est une unité de mesure absolument cruciale. C'est ce qui nous permet de quantifier la matière, de compter les atomes, les molécules, avec une précision juste incroyable. Pour que ce soit plus concret, on va prendre une image toute simple. Imaginons un sac de pâtes. La mole, eh bien, c'est le sac. Et le fameux nombre d'Avogadro, c'est simplement le nombre exact de pâtes qu'il y a dedans. C'est juste une manière de standardiser le comptage à une échelle qui nous est sinon totalement invisible. Et bien sûr, cette obsession de la précision, elle s'applique à tout. La concentration, la masse, le volume, chaque mesure a son unité, son symbole. C'est ce vocabulaire commun qui fait que les expériences sont fiables et surtout qu'elles sont sûres. Cette précision, elle s'applique même au nom des êtres vivants. Pour nommer un microbe, il y a des règles, très simples mais très strictes. Prenons un exemple connu, Escherichia coli. Escherichia, c'est le genre, ça commence toujours par une majuscule. Coli, c'est l'espèce, toujours en minuscule, et le tout, hop, en italique. C'est comme une carte d'identité universelle, impossible de se tromper. Bon, maintenant qu'on a posé les bases du langage, qu'on sait de quoi on parle, l'étape suivante, c'est d'évaluer le danger. Avant de toucher à quoi que ce soit, il est impératif de savoir à qui, ou plutôt à quoi, on a affaire. 4. Retenez bien ce chiffre. Tout le système de sécurité en microbiologie repose dessus. Il y a 4 grands groupes de risques et ils servent à classifier absolument tous les agents biologiques qu'on connaît. C'est une échelle de danger qui va guider chaque geste du scientifique, du risque quasi inexistant au danger mortel. Mais au fait, c'est quoi exactement un agent biologique? La définition est volontairement large. Ça englobe n'importe quel micro-organisme, que ce soit une bactérie, un virus, un parasite, qui est capable d'avoir un effet sur l'humain, que ce soit une infection, une allergie ou même une intoxication. C'est tout ce spectre-là qu'il faut réussir à classer. Et pour vraiment saisir l'enjeu, le plus simple, c'est de comparer les extrêmes. D'un côté, le groupe 1, un agent qui a très peu de chances de nous rendre malades. Et de l'autre, le groupe 4. Là, on parle d'un agent qui provoque une maladie grave, avec un risque de propagation énorme, et pour lequel il n'y a pas de traitement efficace. On voit bien que l'écart est colossal. Et pour mettre des images là-dessus, rien de tel que 2 exemples concrets. À gauche, la levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae, classé groupe 1. À droite, le virus Ebola, groupe 4. On se doute bien que les précautions à prendre ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes. Tout l'environnement de travail va devoir s'adapter à cette menace. Ok, maintenant qu'on a classé la menace, il faut bien s'équiper pour y faire face. Alors, passons aux outils du microbiologiste, cet arsenal conçu pour la sécurité. Ici, on a 2 outils, mais un seul et même objectif, créer une bulle stérile. Le Beck-Bunsen, avec sa flamme, génère un courant d'air chaud ascendant qui empêche les microbes de l'air de contaminer la zone de travail. Le poste de sécurité microbiologique, lui, c'est plus sophistiqué. C'est une cabine qui filtre l'air pour protéger à la fois la personne qui manipule et l'échantillon lui-même de toute contamination extérieure. Ah, la centrifugeuse, un outil incroyablement puissant. Ça tourne à des vitesses folles pour séparer les différents éléments dans un liquide grâce à la force centrifuge, tout simplement. Mais qui dit grande puissance, dit aussi grand risque. Et cette puissance, elle vient avec un avertissement, une règle d'or non négociable, l'équilibre. C'est une loi de la physique toute bête. Chaque tube qu'on met dans la machine doit avoir un contrepoids de masse parfaitement identique, placé juste en face. Si on oublie cette règle, le pire peut arriver. Et pourquoi une telle obsession de l'équilibre? Parce qu'un minuscule déséquilibre, à des milliers de tours par minute, ça peut transformer cette machine en véritable projectile. Le résultat, comme on le voit, peut être une explosion. En microbiologie, le respect des règles, ce n'est pas une option, c'est une question de survie.
Et tout ça, ça nous amène à une série de règles d'engagement, un protocole ultra strict qui doit devenir une seconde nature. Garder son calme, maintenir une propreté parfaite, suivre la méthode à la lettre, ne jamais manger ni boire, ne rien porter à la bouche, mettre des gants, trier les déchets. Chaque geste est codifié, chaque action est pensée. Tout ça pour une seule et unique raison, minimiser le risque au maximum. Mais alors, on peut se demander, pourquoi prendre tous ces risques? Pourquoi toute cette préparation, toutes ces règles? Pour une raison finalement très simple, rendre l'invisible visible. C'est simple, on ne peut pas étudier ce qu'on ne voit pas. Donc la toute première étape, c'est de faire en sorte que les microbes se multiplient. Et pour ça, on leur prépare un véritable festin, un repas sur mesure. C'est ce qu'on appelle un milieu de culture, une sorte de recette ultra riche en nutriments. Et comme en cuisine, chaque milieu de culture a sa propre recette. Ici, on a celle du milieu Chapman. On y trouve des peptones, de l'extrait de viande, du sel. Chaque ingrédient est pesé avec la même précision, la même rigueur qu'on a vu au tout début. La boucle est bouclée. Certains microbes sont un peu plus difficiles que d'autres. On pourrait dire qu'ils sont capricieux. Pour ces bactéries-là, il faut des milieux qu'on appelle enrichis. Magellose au sang, par exemple, leur fournit des nutriments supplémentaires, des choses qu'on ne trouve pas dans un milieu de base. C'est un peu de la haute gastronomie pour bactéries. Et voilà enfin le résultat. Après toute cette préparation, tout ce contrôle, toute cette précision, le monde invisible finit par se révéler. Des millions, des milliards de bactéries se multiplient et finissent par former des colonies qu'on peut enfin voir à l'œil nu. C'est là que le vrai travail d'étude peut commencer. Toute cette rigueur, tout ce contrôle absolu, au fond, n'a qu'un seul but: comprendre. Et ça nous laisse avec une question fascinante. En arrivant à maîtriser leur monde, le monde microscopique, quel secret allons-nous bien pouvoir percer dans le nôtre? La réponse, elle se trouve peut-être juste là, dans la prochaine boîte de pétri.